Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Je suis aujourd'hui accompagné du colonel Douglas McGregor, vétéran de combat et ancien conseiller principal auprès du secrétaire à la Défense des États-Unis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à l'émission. Bien sûr, il y a des développements intéressants à la fois au Moyen-Orient et en Ukraine. Si l'on commence par le Moyen-Orient, on constate que les Européens ont activé les sanctions snapback contre l'Iran, malgré la volonté de l'Iran de reprendre le dialogue avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est intéressant, car la Russie et la Chine considèrent cette décision comme illégale, et il semble donc qu'elles ignoreront les sanctions. Pour certains, il semble que la décision des Européens ait déclenché un processus qui pourrait être utilisé par Israël et les États-Unis pour attaquer à nouveau l'Iran. Partagez-vous ce point de vue ou comment évaluez-vous la situation au Moyen-Orient? Eh bien, l'agenda mondialiste en Europe est lié à la fois à la guerre en Ukraine contre la Russie et à la guerre au Moyen-Orient contre l'Iran. Et franchement, par implication, presque tout le reste de la région, ainsi que la Russie, et plus lointainement la Chine. Donc, il semble que nous soyons en train de nous préparer à une sorte de confrontation. Et au Moyen-Orient, je pense que cela va se produire. Vous verrez l'éclatement d'une guerre entre Israël et l'Iran. Et finalement, ça nous impliquera aussi. Maintenant, où cela mène-t-il? Comment cela va-t-il se terminer? Il est trop tôt pour le savoir. J'ai vu des rapports datant d'il y a 3 ou 4 semaines, indiquant que les États-Unis se sont retirés de 2 de leurs bases les plus vulnérables en Irak, du moins celles vulnérables à l'Iran. Selon vous, quelle est la probabilité que nous nous dirigions vers une nouvelle guerre avec l'Iran? Eh bien, j'avais prédit que cela arriverait probablement fin septembre ou début octobre. Cela pourrait prendre un peu plus de temps à se concrétiser, mais je pense que nous sommes sur cette voie. Écoutez, si vous êtes Netanyahou, votre calcul est le suivant. En ce moment, il a un contrôle absolument incontesté sur les États-Unis, le Congrès, la Maison-Blanche et par extension, les établissements militaires et de renseignement américains. Maintenant, combien de temps cela va-t-il durer? C'est probablement une question qu'il se pose. Israël et le lobby israélien ne se sont pas attirés la sympathie du peuple américain. Il y a un certain nombre d'autres choses qui se passent aux États-Unis et qui ont profondément troublé et dans de nombreux cas mis en colère les Américains. Évidemment, l'assassinat de Charlie Kirk en fait partie, car il y a de très nombreuses personnes qui pensent qu'Israël a joué un rôle important dans son organisation. Je n'en sais rien. Je n'en ai absolument aucune idée, et je ne cherche pas à m'y intéresser, car j'ai déjà beaucoup d'autres choses à faire. Mais c'est une perception qui prend de l'ampleur. La question du 11 septembre est revenue sur le devant de la scène, et de plus en plus de gens recommencent à pointer du doigt l'influence d'Israël dans cette affaire. Tout cela est une mauvaise nouvelle pour M. Netanyahou, son gouvernement et la situation actuelle. À cela s'ajoute notre système financier fragile et notre économie stagnante et à la traîne. Contrairement à ce que l'on croit, peu importe ce que dit Trump, non, nous ne connaissons pas une croissance fulgurante et l'économie n'est pas en plein essor et notre situation financière est très, très fragile. Donc si vous êtes M. Netanyahou, autant profiter de l'opportunité que vous avez en ce moment, c'est-à-dire utiliser les États-Unis comme source de votre puissance militaire et vous en prendre à votre principal adversaire qui, dans leur esprit, est l'Iran. Maintenant, le problème avec cela, c'est qu'il y a d'autres développements, et vous en êtes conscient. Vous connaissez le pacte de défense stratégique mutuelle entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Ce n'est pas vraiment une nouveauté aussi importante qu'on pourrait le penser. Les Pakistanais entretiennent une relation de longue date avec les Saoudiens.
Les Saoudiens ont investi beaucoup d'argent au Pakistan dans le seul but de construire de nombreuses madrasas, qui sont des écoles islamistes radicales. Le Pakistan est à l'avant-garde de cet islamisme, si bien qu'ils entretiennent une sorte de société d'admiration mutuelle. Les Pakistanais ont une très bonne réputation en tant que soldats. Ce sont des militaires compétents. Les Saoudiens, eux, ne le sont pas. Et le Pakistan est une puissance dotée de l'arme nucléaire. Les Pakistanais ont toujours présenté leur capacité nucléaire comme étant, je cite, la bombe islamique. Par ailleurs, le Pakistan entretient également une relation très ancienne et étroite avec la Turquie. À l'origine, la Turquie, en particulier la Turquie d'Atatürk, l'État laïque, était un modèle pour le Pakistan. Eh bien, cela a évidemment changé. Aujourd'hui, la Turquie est bien plus islamiste, et ses relations se sont resserrées. Erdogan sait très bien que s'il a besoin d'une arme nucléaire, les Pakistanais la lui fourniront. Donc, il y a maintenant trois choses qui se passent. Les Turcs et les Saoudiens collaborent avec les Pakistanais. Cela pourrait devenir nucléaire très rapidement, car ce sont des puissances dotées d'ogives nucléaires sur des missiles. Ensuite, il y a l'Iran, qui n'est pas resté inactif depuis la guerre de 12 jours. Beaucoup des faiblesses détectées pendant cette période de 12 jours ont été identifiées et corrigées. Pas à la perfection, mais certainement à 80%, ce qui signifie que leurs défenses aériennes intégrées sont désormais bien meilleures. Leurs relations avec la Russie et la Chine se sont resserrées. Et si vous êtes la Russie en ce moment, compte tenu des propos et déclarations de M. Trump, qui étaient franchement scandaleux, votre intérêt n'est pas forcément de chercher un compromis avec qui que ce soit, mais plutôt de renforcer votre relation avec la Chine, l'Inde et l'Iran. Donc toutes ces forces jouent contre M. Netanyahou. Nous avons vu des exercices chinois avec les Égyptiens. Nous voyons maintenant les Turcs et les Égyptiens dialoguer et coopérer. Cela aussi est très dangereux pour Israël, car ils ont toujours pu considérer leur flanc égyptien comme relativement sûr. Ce n'est plus le cas. C'est de leur faute, car ils avaient l'intention d'ouvrir la frontière et de pousser tous les Palestiniens dans le désert du Sinaï. Et les Égyptiens ne vont pas accepter cela. Donc, tout ce traité de paix de 1973 a effectivement commencé à s'effondrer. Mais le fait que les Chinois coopèrent étroitement avec les Égyptiens laisse penser qu'il ne faudra pas longtemps avant que des missiles balistiques de théâtre et des missiles de croisière de pointe apparaissent en Égypte, qui pourraient être lancés contre Israël. Israël se sent donc encerclé. Que faire dans ce cas? On attaque. Et qui attaque-t-on? On attaque l'adversaire le plus grand et le plus dangereux. Et pour eux, c'est l'Iran. Je pense donc qu'une guerre avec l'Iran est inévitable. La question est de savoir qui d'autre va s'impliquer maintenant, compte tenu de toutes les relations que je viens de décrire. Nous n'avons même pas abordé les implications financières et économiques, car les Chinois, comme vous le savez, font des affaires florissantes avec les Saoudiens et les Émiratis pour le pétrole et le gaz, ainsi qu'avec l'Iran. Les Chinois vont donc maintenant établir un coffre-fort d'or multijuridictionnel à Riyad, ainsi qu'un autre coffre-fort d'or multijuridictionnel à Hong Kong. Cela est distinct et va au-delà de la bourse de l'or de Shanghai. L'objectif est de faciliter le commerce international adossé à l'or. Ainsi, si vous souhaitez vendre ou acheter quelque chose aux Saoudiens, disons que les Saoudiens vendent du pétrole et du gaz aux Chinois, cette transaction se fera en yuan. Et le yuan sera immédiatement adossé à l'or. Dans l'entrepôt d'or situé à Riyad, une certaine quantité d'or sera alors transférée du côté saoudien de l'entrepôt. Lorsque la transaction a lieu et que les Saoudiens achètent des missiles de pointe, des radars et d'autres équipements aux Chinois, l'or est déplacé du côté chinois de l'entrepôt. Je veux dire, c'est une explication très simpliste.
mais c'est la direction que nous prenons. Tout tourne autour de la dédollarisation. Et la dédollarisation progresse désormais à un rythme effréné. Comme vous l'avez sûrement vu dans l'essai que j'ai écrit, j'ai essayé d'en parler. Et j'écoutais justement plus tôt aujourd'hui Alistair MacLeod à Londres parler de la chute vertigineuse du pouvoir d'achat du dollar. Tous ces éléments suggèrent que si vous êtes Netanyahou, il est temps d'agir. Et je pense que sa visite aux États-Unis la semaine prochaine en fait partie. Il vient ici pour finaliser les plans de cette attaque contre l'Iran. Il doit le faire tôt ou tard, avant de risquer de perdre le soutien inconditionnel de Washington. Et bien sûr, nous entraînons les banquiers de New York et de la City de Londres, ainsi que les Européens, dans le combat aux côtés d'Israël avec nous. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Probablement pas grand-chose, mais cela suggère que ce que vous avez mentionné au début à propos des Européens est exact. Maintenant, la dernière pièce de tout cela est comment cela se rapporte-t-il à l'Ukraine? Et il est intéressant de constater que les mêmes personnes à Washington qui veulent mener cette guerre au Moyen-Orient sont celles qui veulent poursuivre la guerre contre la Russie en Ukraine. Et il semble que Donald Trump, en l'espace de quoi 6, 7, 8 mois, se soit transformé en Joe Biden numéro 2. Et tout ce pourquoi il a été élu s'est avéré sans importance par rapport à ce qu'il fait en tant que président. Eh bien, sur le sujet de l'Ukraine, il semble qu'il y ait désormais un risque croissant de guerre directe entre les Européens et la Russie. En effet, la rhétorique est devenue de plus en plus belliqueuse. Les Européens menacent d'abattre des avions russes. La Russie avertit que cela signifierait la guerre. Et il y a eu tous ces incidents. Prétendument, la Russie aurait envoyé des drones en Pologne, des avions au-dessus de l'Estonie. Bien sûr, cela s'est accompagné d'incidents tels que ce qu'ils ont présentés, comme le brouillage du signal GPS d'un vol commercial, ce qui s'est avéré être un canular. Un canular qui a beaucoup excité les médias, comme s'il s'agissait de la preuve irréfutable. Mais quoi qu'il en soit, cette volonté de voir ou de prouver toute attitude belliqueuse de la Russie est en soi un indicateur très préoccupant. Comment voyez-vous ces tensions croissantes? J'ai parlé des Européens et de la Russie, parce que les Américains semblent vous rester en dehors de cette affaire. Oui, je pense que c'est une bonne description de ce qu'a dit Donald Trump. D'abord, assurons-nous qu'à l'avenir, s'il compte brouiller les signaux GPS pour l'avion dans lequel se trouve von der Leyen, qu'il ne l'amène pas aux États-Unis. C'est ma seule demande. Nous pouvons nous passer de von der Leyen. Deuxième point. J'ai passé en revue aujourd'hui, avec des membres du comité du renseignement, toutes ces accusations ou allégations, comme vous les appelez. Il n'y a eu aucune provocation russe, absolument aucune. Les Russes n'ont violé l'espace aérien de personne avec leurs avions de chasse. Ils ont été scrupuleusement prudents, disons-le ainsi, concernant la zone d'identification de défense aérienne et ses frontières. Les États baltes semblent avoir un intérêt permanent à entraîner les États-Unis dans une guerre contre la Russie en leur nom. Et c'est ce qui est ressorti très clairement. Les Polonais semblent être dans la même logique. Parmi ces 19 drones, dont plusieurs ont été récupérés et dont on a pu extraire la carte SIM, les cartes SIM étaient polonaises ou suédoises. Elles n'étaient même pas russes. On suppose donc qu'il s'agissait d'un canular créé en Ukraine, en d'autres termes, d'un faux drapeau. J'imagine que les Polonais étaient impliqués parce que le ministre polonais des Affaires étrangères s'est empressé de proférer toutes ces menaces ridicules contre les Russes sur la base d'une prétendue violation qui n'a jamais eu lieu. Mais Sikorsky est marié à Anne Applebaum et elle fait partie intégrante de ce cercle d'adeptes de l'agenda mondialiste. Donc, vous savez, tout cela n'a aucun sens. Les Russes ont fait de grands efforts pour éviter tout conflit avec l'OTAN et les États-Unis.
Maintenant, de notre côté, nous n'avons pas été aussi scrupuleux. Mais l'essentiel, c'est que M. Poutine ne cherche pas la guerre avec nous. Maintenant, la rhétorique, et je pense qu'il est important que vous en parliez. La rhétorique a-t-elle de l'importance? Eh bien oui, elle en a. Il y a maintenant à Moscou un nouvel appel à la mobilisation des jeunes de 18 à 25 ans. Nous parlons donc d'un établissement militaire russe déjà extraordinairement vaste, puissant, bien équipé, bien dirigé et bien entraîné, qui reçoit maintenant du sang neuf, si l'on peut dire, ce qui le rend potentiellement, à terme, encore plus dangereux. Et c'est vraiment le résultat de tout ce que nous, à Washington, et nos amis à Londres, avons imposé à l'Europe. Nous avons créé exactement ce que nous disions ne pas vouloir. L'appareil militaire russe qui existe aujourd'hui et qui est très redoutable n'existait pas il y a 3 ans et demi, comme vous le savez. Il existe maintenant. C'est très concret. Mais nous devons examiner ce qu'a dit le président Trump. C'est très intéressant. On dirait que le président Trump a abdiqué son leadership de l'OTAN au profit, entre guillemets, d'autres. Il a effectivement dit « Eh bien, nous vous vendrons tout ce que vous voulez. Vous en ferez ce que vous voudrez. » C'est votre affaire, et nous allons, en quelque sorte, rester en retrait. Eh bien, cela pose quelques problèmes. Tout d'abord, je ne sais pas combien d'argent les Européens ont à dépenser. Ils ne pourront peut-être pas se permettre ce que nous leur envoyons. Deuxièmement, nos stocks de missiles, de radars et d'autres équipements sont bas. Nos chaînes de production ne sont pas comme celles de la Russie. Elles ne tournent pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans une immense base industrielle dédiée à la puissance militaire. Donc je ne suis pas sûr de ce que cela signifie à court terme. Cela ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais les mondialistes doivent absolument faire en sorte que cela continue. Il suffit de regarder les 800 000 citoyens britanniques dans les rues de Londres. Regardez les dizaines de milliers de citoyens français à Paris. Regardez l'attitude de l'électorat en général envers ces mondialistes qui dirigent leur pays. Des gens qui ont ouvert les frontières, qui veulent changer les lois, qui font tout leur possible pour critiquer et opprimer leur population native au profit des étrangers et pour, en fin de compte, détruire la culture et l'identité nationale. C'est cela, le grand agenda mondialiste. Si vous écoutez Harari, qui est le prêtre de la haute église du mondialisme, c'est très évident. Avant, on appelait cela le bolchevisme. Vous savez, c'est ce dont Trotsky, Kamenev, Radek et les autres rêvaient tous. Effacer toutes ces identités. Déclarer que tout n'est que construction artificielle, alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a rien d'artificiel dans la langue, la race, l'ethnie, la religion ou la culture. Ce sont des choses réelles. Ce sont ces choses qui nous définissent en tant qu'êtres humains. Ainsi, la population européenne, que ce soit en Irlande, en Angleterre ou ailleurs, dit « Attendez une minute. Nous n'avons pas accepté cela. Ce n'est pas ce que nous voulons. » Et la Russie, comme nous l'avons déjà évoqué, est le dernier bastion d'un État-nation qui refuse de s'assimiler à la masse informe de néant que les mondialistes veulent créer. Ils vont donc continuer à pousser à la confrontation, verbale ou autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, ils n'ont rien à apporter au combat. Les armées lilliputiennes d'Europe occidentale ne font pas le poids face aux Russes. L'idée de les déployer en Ukraine occidentale est absurde. Ils ne peuvent pas se soutenir sur 100 kilomètres, et les Russes les cibleront et les détruiront s'ils le font. Je pense donc que la plupart de ces menaces ne sont que des absurdités. C'est destiné à remonter le moral, à créer l'illusion que la Russie est une menace, ce qu'elle n'est pas, et à essayer de détourner et distraire les gens de ce qui se passe dans leur propre pays, car l'ennemi que les Européens ont se trouve à l'intérieur de leurs frontières. Ce n'est pas la Russie.
Vous avez fait allusion au tweet ou au message sur Truth Social de Donald Trump, dans lequel il affirme qu'il comprend enfin la guerre en Ukraine. Et bien, que l'Ukraine est en train de gagner. L'Ukraine peut reprendre tout ce territoire. Elle peut même en reprendre davantage, en supposant qu'il parle de prendre du territoire russe. La Russie est peut-être un tigre de papier. Waouh! Encore une fois, que pensez-vous de ce tweet? Eh bien, ça revient à ce que j'ai dit auparavant. Il ne va pas mener la bataille avec les Européens pour savoir si c'est vrai ou non. De toute évidence, tout cela est faux. La guerre est effectivement gagnée sur le terrain en Ukraine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont les Russes qui font preuve de retenue. Ils ne veulent pas vraiment traverser cette rivière. Mais je pense qu'ils prendront Odessa dans un avenir proche. Et une fois que ce sera fait, la question sera, vont-ils remonter jusqu'au bord de la rivière, puis prévoir de traverser vers Kiev? Je veux dire, Donald Trump dit en substance, je m'en fiche, ce n'est pas mon problème. Voilà le problème. J'entends toutes ces absurdités sur le fait qu'il serait le chef de l'OTAN, la plus grande alliance du monde. Eh bien, il ne veut pas être le leader. Il l'a dit très clairement. Maintenant, le Premier ministre Orbán s'est exprimé il y a quelques jours. Il a prononcé un discours très intéressant à Budapest et il a dit que les Européens devaient se préparer à aller à Moscou. C'est là qu'il faut aller si l'on veut mettre fin à cette guerre. Il faut réajuster sa façon de penser. Donc il faudra aller à Moscou. Et il a dit, n'allez pas à Washington, cela ne servira à rien. Rien ne changera là-bas. Ils ne vont pas vous aider. Il a raison. Et je pense qu'en privé, le président Trump aimerait avec le temps, plutôt tôt que tard, retirer de plus en plus de forces d'Europe pour les ramener aux États-Unis. Je sais qu'il le souhaite. Il aimerait faire de même en Asie du Nord-Est. Et nous avons maintenant une opportunité, car le nouveau gouvernement nationaliste libéral en Corée aimerait vraiment nous voir partir. Ils sont trop polis pour nous dire de partir, mais ils faciliteront certainement cela. Et ils veulent le commandement et le contrôle de leurs propres forces sur la péninsule, ce qu'ils auraient dû avoir il y a 25 ou 30 ans. C'est ridicule. Donc, ces forces qui se déplacent vers les États-Unis s'éloignent de la confrontation avec la Russie. Cela ne veut pas dire que cela ne pourrait pas arriver. Et s'ils leur vendent le Standard Missile 6, essentiellement des missiles d'attaque hypersoniques capables de pénétrer tout ce qu'ils ont là-bas, et qu'ils laissent les Ukrainiens ou leurs alliés, mercenaires ou autres, opérer ces batteries de missiles, c'est très dangereux. Parce que ce serait comme si nous permettions par exemple aux Chinois d'installer des batteries de missiles au Mexique et de lancer des attaques contre Phoenix en Arizona ou Dallas au Texas. Non. Vous savez, c'est scandaleux. Nous riposterions. Eh bien, les Russes riposteront si cette absurdité continue. S'ils essayent d'attaquer Ryazan ou Kazan ou un certain nombre d'autres villes en Russie. Donc le danger n'est pas écarté, mais en réalité, les forces évoluent dans une direction qui est en fait avantageuse pour mettre fin à la guerre, et ils laissent les Européens le découvrir à leurs dépens. Donc, peut-être qu'une coalition de volontaires finira par émerger en Europe et elle devra inclure l'Allemagne pour être viable, et elle ira à Moscou pour mettre fin à la guerre. Mais pour l'instant, est-ce que la situation semble bonne? Oui, j'ai remarqué qu'au début, lorsque Trump a fait ses grandes déclarations sur la victoire de l'Ukraine, on pouvait presque entendre le champagne couler dans les capitales européennes. Mais je pense que petit à petit, on se rend compte qu'il a suggéré qu'il devrait y avoir des sanctions paralysantes contre la Russie. Mais bien sûr, ce sont les Européens qui devront les appliquer en premier, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il a dit que les Ukrainiens pouvaient reprendre tout leur territoire, mais que cela devrait être financé par les Européens. Et bien sûr, les Européens peuvent abattre des avions russes,
Mais il devra réfléchir à la question de savoir si les États-Unis soutiendraient ou non une telle action. Donc, vous savez, je l'ai dit hier dans l'émission du juge Napolitano, je pense que les Européens vont bientôt se rendre compte que ce n'était pas le grand soutien qu'ils pensaient au départ. Et il y a quelques heures, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a publié un message disant « Le président Trump a déclaré que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, pourrait récupérer l'intégralité de son territoire. » Derrière cet optimisme surprenant se cache une promesse de réduction de l'implication américaine et un transfert de la responsabilité de la fin de la guerre vers l'Europe. Mieux vaut la vérité que les illusions. Eh bien, il a dit changement. Je dis simplement que Trump a abdiqué ses responsabilités en tant que leader de l'OTAN au profit des membres de l'Alliance. Quel genre d'alliance est-ce alors? Ce n'est pas vraiment une alliance. Mais de toute façon, l'OTAN ne va pas survivre à cela, pas plus que l'UBE. C'est ce qu'Orbán dit en réalité aux autres Européens. Il est temps d'envisager un avenir différent. Il est temps de dépasser l'ancienne solution de la guerre froide et d'entrer dans un nouveau monde. Et je pense qu'ils en sont capables. Mais, vous savez, si les Polonais vont stopper tout transport de marchandises d'Asie du Nord-Est par rail via le projet Une ceinture, une route, cela ne va pas arranger les choses. Tout ce que les Européens vont finir par faire, c'est s'isoler de plus en plus de tout. Aux États-Unis, vous savez, nous ne pouvons pas dévaluer notre monnaie assez vite. Combien de temps ça peut-il encore durer? Nul ne le sait. Mais étant donné la direction que prend l'or et celle du dollar, le pouvoir d'achat du dollar chute de façon vertigineuse et le monde se tourne de plus en plus vers l'or. L'or reste l'encre. Il conserve sa valeur. La monnaie fiduciaire est facilement diluée, et c'est ce que vous observez aux États-Unis. Et bien sûr, les économies de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France sont désastreuses. Le marché des gilts, ou le marché obligataire, à Londres, va tout simplement s'effondrer et s'écrouler. Notre marché obligataire n'est pas loin derrière. Tous les problèmes accumulés reviennent à la surface. Donc, espérons que si vous étiez le président Poutine, vous comprenez ce qui se passe. Vous prenez les mesures nécessaires, des mesures prudentes pour vous protéger. Mais je pense qu'il comprend que l'adversaire s'effondre de l'intérieur. Il se désintègre de lui-même. Et encore une fois, je reviens à Orbán. C'était son message. Et il a raison. Vous avez mentionné l'effondrement de l'OTAN et de l'Union européenne. Pensez-vous que cela sera un facteur très déclencheur, que Trump maintenant, en quelque sorte, remet toute la responsabilité aux Européens? Parce que je sais que vous et moi en avons déjà parlé, que Trump se préparait à refiler tout ce chaos à l'Europe pour qu'elle en assume la responsabilité. Mais en général, on ne délègue pas la responsabilité si l'on pense être en position de force. Pensez-vous donc que cela sera le déclencheur qui amorcera, je suppose, la dissolution progressive de l'OTAN? Dans la mesure où les dirigeants européens et leur population comprennent que le monde a changé. Vous savez, je remonte jusqu'à Bismarck. Ils considéraient les alliances et mettaient en garde contre une dépendance excessive à leur égard, affirmant que les questions cruciales de vie ou de mort, de guerre ou de paix devaient être tranchées au niveau national. L'Allemagne devait être forte pour faire face à ces enjeux. Elle ne pouvait pas devenir dépendante des autres. Nous savons tous comment les choses ont évolué après son départ du pouvoir. Charles de Gaulle a dit célèbrement que les Européens doivent comprendre que les Américains vivent aux États-Unis, ils ne vivent pas en Europe, et que les Britanniques vivent sur une île. L'Europe continentale, vous devez prendre soin de vous-même. Vous devez tracer votre propre chemin vers l'avenir. Toutes ces choses se produisent, et c'est l'argument d'Orbán. Orbán et d'autres comme lui, Fico et d'autres, vont gagner ce débat. Ils vont finir par l'emporter.
Le problème pour tous ces États, cependant, reste financier et économique. Et je ne sais pas comment cela va se passer en Grande-Bretagne, en France ou en Allemagne. Je soupçonne qu'ils suivent une route similaire à la nôtre, ce qui est très inquiétant. Eh bien, je voudrais simplement revenir sur un point que vous avez mentionné plus tôt. Vous avez dit que les services de renseignement américains considèrent que les drones ayant pénétré l'espace aérien polonais relèvent d'une supercherie européenne ou ukrainienne visant à entraîner l'Amérique dans ce conflit. Avez-vous eu des retours sur la manière dont les services de renseignement américains évaluent l'accusation selon laquelle 3 avions russes auraient pénétré l'espace aérien estonien? Parce que, eh bien, c'est quelque chose que les Russes nient. Bien sûr, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, mais cela semble très étrange, car quelques jours plus tôt, enfin pas quelques jours, mais à la fin du mois d'août, nous avons vu un rapport de Reuters indiquant que les Américains avaient dit aux Européens qu'ils allaient réduire leur présence militaire dans les pays baltes, ce qui serait bien accueilli par les Russes. Et apparemment, la seule chose qui empêcherait cela serait que les Russes intensifient leurs agressions. Et soudainement, des avions apparaissent dans l'espace aérien estonien. Je ne dis pas que c'est nécessairement une supercherie estonienne, mais cela ne semble vraiment pas être dans l'intérêt de la Russie que cela se produise en ce moment. Eh bien, tu as raison. Cela ne s'est pas produit. C'est un mensonge. Est-ce que c'est vérifié? Eh bien, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Mes sources ont été très claires à ce sujet. Ils ne sont pas entrés délibérément dans l'espace aérien estonien. Encore une fois, on peut voler le long de la zone d'identification de défense aérienne. Mais comme vous le soulignez, il faut toujours se poser la question, cui bono, à qui profite le crime? Les Russes ont-ils un quelconque intérêt à empêcher l'Alliance de s'autodétruire? Aucun, qu'ils s'autodétruisent. Mais les Estoniens, le littoral balte a toujours été un problème. Lorsque l'Allemagne a finalement été unifiée en un seul État en 1871, il y avait un important lobby à Berlin qui soutenait que l'armée allemande devait marcher vers l'Est pour, je cite, « libérer les États baltes du tsar ». Je veux dire, c'était un moment très sérieux. Le roi de Prusse, qui était alors l'empereur d'Allemagne, a convoqué Bismarck et lui a dit « Je ne veux pas faire la guerre au tsar. Le tsar est mon ami. La Russie est notre allié. » Et il a répondu « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. » Finalement, il a fait venir von Moltke, le grand chef du nouvel état-major général allemand, et ils ont tous deux fait des présentations devant le Reichstag. Ces discours étaient très bons, et Moltke a dit « Écoutez, tout d'abord, les populations baltes ne sont pas maltraitées par les Russes. Le tsar a été très, très tolérant et indulgent. » Et cela a été vrai depuis l'époque où Pierre le Grand a pris le pouvoir, car il voulait taxer le commerce. Et les États baltes étaient très prospères. Il a laissé en place l'aristocratie allemande qui dirigeait les États baltes. Ils sont devenus membres de la table des rangs tsaristes. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ils savaient ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Et ils disaient, nous pouvons aider à améliorer les conditions et les choses peuvent s'améliorer dans certains domaines. Mais cela se fait grâce à notre amitié avec la Russie, discrètement, en coulisses. Ainsi, une guerre en 1869 entre l'Allemagne et la Russie a été évitée. Et le vieux Kaiser est allé rencontrer le tsar Alexandre II à la frontière. Ils se sont embrassés et cela a mis fin à l'affaire. Et vous savez, les différents journaux publiaient toutes ces absurdités incendiaires, tant à Moscou qu'à Berlin, et on leur a essentiellement dit d'arrêter. Donc, vous voyez, à l'approche de 1914, la démocratisation a pris le dessus, et il devient plus difficile de mettre fin à ces choses-là. Les monarques n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient
50 ans plus tôt. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut parler à ces gens des pays baltes. Ce sont des gens bien. J'ai beaucoup d'estime pour eux. Je les ai vus et j'ai travaillé avec eux. Et leur dire, écoutez, il est temps d'arrêter les bêtises. Vous devez vous entendre avec vos voisins. Cela ne veut pas dire que vous devez vous coucher et faire le mort. Personne ne vous le demande. Mais ne provoquez pas inutilement les Russes. Et l'autre point, c'est que, militairement, il est très difficile de prendre et de tenir le littoral baltique, car la Russie est juste à côté, avec une vaste frontière. Vous, en revanche, devez traverser ce qui était autrefois la Prusse occidentale et orientale, remonter par la Lituanie afin de tenir la région. Ce n'est pas facile. Militairement, c'est une proposition très difficile. Personne ne veut le dire, mais c'est la vérité. Il faut s'entendre avec son voisin. Nous devons dire la même chose aux Polonais. Lorsque la Pologne a été admise dans l'OTAN, beaucoup de gens au quartier général du SHAPE, où je travaillais, appréciaient beaucoup les Polonais. Mais nous étions inquiets à cause de cette hostilité incessante envers la Russie. Alors, invitons-nous quelqu'un dans l'Alliance qui pourrait devenir un catalyseur d'une guerre avec la Russie. À l'époque, en 1998, 1999 et 2000, personne ne voulait entrer en guerre contre la Russie. Personne ne considérait la Russie comme un danger. Tout le monde voulait de meilleures relations avec la Russie à ce moment-là. Donc je pense simplement qu'il faut prendre tout ce qui est rapporté avec des pincettes. Maintenant, il paraît que 3 drones ont survolé l'aéroport de Copenhague ou ses environs. Là encore, nous n'avons aucune preuve que ces 3 drones, quels qu'ils soient, venaient de Russie. Aucune. Nous ne savons pas d'où ils venaient. Nous ne savons pas qui en est responsable. Je suis très sceptique face à toutes ces tentatives de présenter cela comme des provocations russes, précisément pour la raison que vous évoquez. Il est très évident que nous, Américains, n'allons pas envoyer de troupes au sol en Ukraine. Nous n'allons pas axer cette mythe en tant que belligérant direct. Malheureusement, nous refusons simplement de faire preuve d'un minimum de caractère et de dire « cela doit cesser ». Si j'étais le président Trump avec mes alliés, nous nous assiérions pour élaborer une contre-proposition sérieuse après avoir examiné l'ensemble des arrangements de sécurité russes proposés en décembre 2021. Nous ne l'avons jamais fait. Nous n'avons jamais écouté les Russes. C'est le plus gros problème. C'était le message du président Poutine à l'ambassadeur McFaul lorsqu'il est arrivé. Après avoir écouté la rhétorique habituelle de McFaul, il s'est approché et a dit « Le problème avec vous, c'est que vous n'écoutez pas. » Nous n'écoutons toujours pas. Donc, au lieu d'écouter, nous entretenons la fiction que quelque chose de positif s'est produit, alors que combien d'argent avons-nous gaspillé dans cette perspective, dans cette absurdité en Ukraine? Combien de personnes ont perdu la vie à cause de la guerre que Washington mène contre la Russie? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et tous les Européens ont stupidement marché avec nous droit en enfer. Ils se sont désindustrialisés. Ils ont vidé leurs économies. Ils sont dans une mauvaise posture à cause de cela. Au lieu de simplement avancer et de dire « Je suis le président Trump, je suis le chef de l'OTAN, je veux mettre fin à cette guerre », nous allons élaborer des propositions. Je rencontrerai M. Poutine après avoir étudié toutes ces propositions. Nous lui ferons des contre-propositions. Mais il faut jeter cette fantaisie absurde par la fenêtre du 3e étage. Cette idée de reprendre les régions russophones d'Ukraine ou quoi que ce soit d'autre aux Russes sur le champ de bataille. Cela n'arrivera pas. Eh bien, ce que vous dites relève du bon sens. Ce qui m'inquiète, c'est que le bon sens n'a pas vraiment prévalu ces dernières années. Je veux dire, nous sommes dans une situation avec l'OTAN où nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus d'armes, nous manquons de soldats ukrainiens,
Et maintenant, nous voyons que les Américains annoncent effectivement, même si c'est de manière discrète, qu'ils se retirent, que cela devra être la responsabilité de l'Europe et le problème de l'Europe. Et chaque jour, la situation empire. Nous assisterons à de nouvelles pertes territoriales. Le mieux que nous semblons espérer, c'est de faire en sorte que l'Ukraine perde plus lentement. Mais cela signifie bien sûr perdre encore plus d'hommes, ce qui risque de faire disparaître toute la nation, car elle ne pourra pas se relever. J'aimerais que Trump soit plus honnête, plutôt que de recourir à ce petit stratagème astucieux, où il lance de grandes déclarations tout en agissant ainsi. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si c'était vraiment du bon sens, les Européens feraient comme au XIXe siècle. Ils s'assieraient pour trouver un accord mutuellement bénéfique, au lieu de continuer à s'infliger des dommages et à détruire l'Ukraine. Mais il y a une panique en Europe qui engendre beaucoup de stupidité. Comment expliquez-vous cela? Le fait que les Européens continuent d'aller de l'avant, en s'accrochant à ces affirmations de Trump, selon lesquelles nous pouvons encore gagner, et que la Russie est désespérée et en train de perdre. Je pense que Donald Trump fait partie de ces personnes qui, après avoir dit ou promis quelque chose, sont incapables de reconnaître. Vous savez, je me suis trompé. Il faut trouver une autre voie. Il n'en est pas capable. Je ne pense pas que ses donateurs le laisseraient faire, car ils veulent qu'il soutienne Israël dans sa guerre contre l'Iran et tous les autres acteurs de la région. Ils veulent aussi qu'il reste engagé en Ukraine et qu'il combatte la Russie. Pendant ce temps, ils se préparent à déclencher un nouveau conflit au Venezuela. Les Européens devraient y prêter attention, car c'est désormais une menace très réelle. J'ignore quand cela arrivera, mais il y a à Washington des gens très imprudents qui se sont persuadés que le Venezuela serait facile à renverser, que c'est en quelque sorte comme le Panama et Noriega lorsque nous sommes intervenus là-bas il y a longtemps. Ce n'est pas le cas, c'est très différent. Mais vous savez, c'est malheureusement une tactique américaine. Au lieu d'accepter la réalité de l'erreur commise et de veiller à ne pas la répéter, on va ailleurs, on commet une autre erreur et on change de sujet. Dès le début, des Européens m'ont demandé « Si tu as raison et que les Russes gagnent, c'était il y a 3 ans, gagnent cette guerre et que l'alliance de l'OTAN s'effondre effectivement. Ce que j'ai prédit en janvier 2022. Alors que penses-tu que feront les Américains? J'ai répondu, ils feront comme après le Vietnam. Ils changeront de sujet. Tous les médias cesseront d'en parler et ils commenceront à parler du Venezuela. Et ils vont inventer ces accusations ridicules selon lesquelles le Venezuela serait un acteur majeur du trafic de drogue. Ce qui n'est pas le cas. Et expliquer pourquoi il faut y aller, parce que c'est soi-disant stratégiquement important. Et ils commenceront à parler de pétrole, de gaz et de tout le reste. Mais, vous savez, on pourrait penser qu'on aurait compris depuis longtemps qu'on peut extraire du pétrole et du gaz du sol sans y garer un char d'assaut. C'était la leçon du Moyen-Orient. Et vous avez commencé en parlant du retrait des forces d'Irak. Eh bien, aujourd'hui, l'Irak est de facto un allié de l'Iran. Et quand nous sommes entrés en Irak en 2003, l'un des points soulevés était « Quoi que vous fassiez, n'occupez pas le pays ». Ne le démolissez pas, parce que tout ce que vous ferez, c'est ouvrir la porte à l'Iran et à l'influence iranienne pour qu'elle s'infiltre en Irak. Eh bien, qu'avons-nous fait? Et avons-nous tiré des leçons de cela? J'ai récemment vu des images d'archives de Petraeus, l'ancien général 4 étoiles et directeur de la CIA, assis à côté de Jolani, l'ancien tueur de l'État islamique et d'Al-Qaïda, qui dirige aujourd'hui au moins une partie de la Syrie. Et il lui dit, « Nous sommes vos amis, nous sommes alliés avec vous. » Vraiment? Vraiment? Pour moi, c'est incompréhensible. S'il s'était présenté et avait mis une balle dans cet homme, j'aurais compris. Mais soudainement, il est notre ami? Avec quoi avons-nous affaire?
Vous parlez de rationalité. Il n'y en a pas. Surtout, il n'y a aucune cohérence. Il n'y a pas de stratégie cohérente. Il n'y a aucune constance. Ce sont les impulsions de Donald Trump. J'en ai assez de tout ça. Je n'ai pas réussi à faire la paix. Je n'aurai pas le prix Nobel de la paix de toute façon. Maintenant, ce sont les Européens qui l'ont. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le lycée, la première. Je n'ai pas été pris dans l'équipe. Alors tant pis pour l'équipe. Les États-Unis sont dans une situation très difficile. Notre gouvernement est un désastre. Tout est déterminé par les donateurs et ce que veulent les donateurs. Personne ne réfléchit en termes stratégiques à quoi que ce soit. Personne ne pense à l'endroit où nous voulons être dans 5 ou 10 ans. Ils ne pensent même pas au-delà de Noël. Juste une dernière question rapide. Vous avez mentionné que la guerre avec l'Iran semble désormais inévitable. Mais pensez-vous qu'avec ces récents changements et les déclarations de Trump concernant l'Ukraine, cela nous rapproche d'une guerre avec la Russie? Ou bien, selon vous, cela réduira le risque? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. D'un côté, c'est certainement encourageant pour Moscou que nous allions réduire notre présence. Mais cela pourrait en fait faire ce dont vous parliez. Enhardir les mondialistes qui dirigent la situation à Londres, Paris et Berlin. Mais il serait très imprudent de le faire, car ils pourraient ainsi exposer leur pays à des représailles russes. Si les Allemands fournissent des missiles Taurus, les mettent entre les mains de Zelensky et de son syndicat du crime organisé, et qu'ils les lancent sur la Russie pour attaquer une ville comme Ryazan ou Belgorod ou autre, que va-t-il se passer? Les Russes vont réagir, comme ils l'ont déjà averti, Berlin, en détruisant des installations en Allemagne et autour, à Berlin. Donc, en fin de compte, ce n'est pas encore terminé. Mais si vous êtes en Russie, la situation semble un peu meilleure qu'avant, à certains égards. Vous voulez simplement traverser cette prochaine phase avec ces mondialistes insensés, et vous espérez que la crise financière, ainsi que les crises internes, les crises sociales, politiques et économiques dans leur pays, détourneront leur attention, les distraire, ou en fin de compte, les écarteront du pouvoir. En attendant, ils vont nous observer de très près alors que nous ouvrons un nouveau front au Venezuela, ce que je considère comme une pure folie. Mais je fais partie de la minorité à Washington. Tout le monde est très enthousiaste en ce moment. Oui, ce sont des temps intéressants. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi généreux avec votre temps et d'avoir partagé vos idées. Espérons que le bon sens reviendra aux États-Unis comme en Europe. Mais je ne sais pas. Je suis assez pessimiste à ce sujet, tout comme vous. Donc encore merci. D'accord, merci Glenn. Au revoir.